Voilà, je viens de terminer les galeries souterraines de la montagne, à savoir le chapitre numéro 7. Un chapitre qui est extrêmement prenant et on va dire où on sent qu'il y a une dynamique d'empressement. Il faut aller vite, il faut avancer, on cherche. Souvenez-vous, à la fin du chapitre 6, on est avec Targarmar, on rentre dans une pièce, dans un corridor qui vient d'être débloqué et on se dit, bah voilà, il faut aller retrouver la sortie. Et là, ce chapitre 7, c'est clairement ça, on va essayer de chercher la sortie, on ne sait pas où on va, on cherche, on est un peu paumé, on va un petit peu à droite, à gauche, et puis même on revient sur nos pas. C'est pour vous dire qu'au final, il y a bien cette impression de on cherche. Donc déjà, ça c'est très bien rendu, c'est chouette. On sent bien la notion de détresse, d'avancer, de devoir, mais on n'a pas le temps, on doit le faire. Alors on n'a pas le temps, bien évidemment, ça reste très narratif et c'est pas non plus omniprésent et oppressant. On te donne, on va dire, comme fil rouge qu'il faut avancer, d'accord, et ça va jouer la narration derrière, quoi. Donc ça, du coup, c'est déjà super bien rendu. Ensuite, au cours de ce scénario, on rencontre des PNJ qui vont pouvoir nous accompagner, ou il va se passer d'autres choses en fonction de nos choix, etc. Ce qui me fait rebondir sur la rejouabilité du jeu. Parce que beaucoup la critiquent, mais il n'en est rien. La rejouabilité du jeu est vraiment très bonne. Ne serait-ce que sur ce scénario, je vais rebondir sur plusieurs points. Le premier point, déjà, c'est les choix que vous allez faire avec les PNJ. Ils vont vous accompagner, pas vous accompagner. Il va se passer quelque chose au niveau du déroulement de l'histoire, ou pas se passer, et ainsi de suite. Et de là, vous allez débloquer, on va dire, une partie qui ne ressemblera pas à l'autre. Donc déjà, niveau rejouabilité, c'est chouette de par ses choix au niveau des PNJ. Ensuite, les commandants. Les commandants que vous allez rencontrer, et là, Dieu sait qu'il y en a quand même un certain nombre à travers ce scénario, vont être tous différents d'une partie à l'autre, de par le tirage au sort que vous ferez des commandants, mais aussi tirage au sort que vous ferez des cartes des commandants, qui seront très rarement les mêmes d'une partie à l'autre. Là, par exemple, la fin de ma partie, déjà qu'elle était extrêmement tendue, je gagne avec, il me reste 2 runes dans mon bag, et encore sur le tour d'avant avoir rechargé mon bag, il m'en restait 0. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est très bien pensé et très bien équilibré. Donc déjà ça c'est super. Mais à la fin je me retrouve avec un commandant qui a donc une carte qui s'appelle Étrange Carcasse, qui lui permet de générer un bouclier de 9, parce que j'avais 9 runes bleues. Bouclier de 9, c'est énorme. Et en parallèle, il avait la carte Tyran, donc c'est la carte noire, qui lui permet d'avoir, donc en fonction du nombre de runes, donc ici j'en ai 5, plus X dégâts quand le commandant n'est pas adjacent à un autre monstre. Donc autant dire qu'il allait faire énormément de dégâts et il était énormément tanky. Donc ça, voilà, je peux vous dire qu'à la fin, entre la quantité de points de vie que la bestiole avait, plus la quantité de dégâts qu'elle faisait, et la quantité de boucliers, en venir à bout, ça n'a pas été une mince affaire. Bon, je m'en sors, donc du coup, voilà, c'est déjà pas mal, mais on sent vraiment la montée en puissance à la fois des personnages, mais aussi des opposants. Donc ça, c'est un très bon point, j'ai un bon feeling sur le jeu grâce à ce scénario. C'est vraiment super chouette. Ça me permet de rebondir sur un petit point, un petit détail, c'est que là, pour une fois, on a vraiment le gameplay, la mise en place, le matériel qui est omniprésent par rapport à la narration. Là, on voit qu'on revient sur nos pas, en fait, au cours de la partie, et ça, c'est chouette. Donc voilà, c'était un petit détail. Enfin, la suite de l'aventure, à la fin, on rencontre un personnage particulier, un fantôme, qui a vécu les mêmes événements donc de la guerre entre les Varatrages, donc c'est le peuple des morts vivants, et donc le monde vivant, entre guillemets, avec les nains, les elfes, les humains, etc. Et les draconiens et compagnie. Et malgré tout, il y a un petit twist, un petit inconnu à la fin, parce que malgré tout, Targarmar est très content de le rencontrer. Il se dit, bah ça y est, c'est bon, c'est chouette, on va avoir des informations, mais il y a un petit inconnu. Il se passe un petit quelque chose dans la narration qui fait que ça donne envie d'aller regarder ce qui se passe dans le chapitre suivant. Et ça, c'est bien mené, et c'est ce que je vais faire. Je vais m'atteler de suite à mettre en place le prochain chapitre,
et à y jouer et à comprendre ce qui s'est passé à l'époque peut-être de cet individu. Et peut-être que c'est quelque chose de complètement novateur ce qui se passe aujourd'hui. Bref, on sait pas, il y a une inconnue. On arrive au chapitre 7 qui est le milieu de la campagne. Et là où on commence à avoir des réponses, on a des nouveaux inconnus qui arrivent. Et ça, c'est super chouette. Bon, ceci dit, au niveau de la narration, on reste sur quelque chose qui reste relativement prenant, ça c'est sûr. C'est engageant, d'envie d'avancer, etc. Par contre, c'est pas de la narration de très très haut niveau. On reste sur quelque chose avec un public relativement familial, mais suffisamment poussé pour qu'à un joueur ce soit assez prenant et engageant. Donc voilà, on va passer au chapitre suivant parce que il me tarde d'y venir. Voilà, je viens de terminer le chapitre numéro 8, le manoir du roi nain. Donc en effet, il s'agit d'une course contre la montre à travers les catacombes de ce manoir qui est en train de s'écrouler. Et ce qui est super bien dans ce gameplay, c'est que là, l'esprit de course contre la montre, il est là, il est présent et c'est super chouette. On va avancer de salle en salle. On va devoir détruire énormément de bestioles, de Varatrash exactement, donc ces monstres morts-vivants en fait au final. Et donc au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va être au début vraiment c'était galère pour les tuer, il y en avait énormément, de toute façon on pourrait le voir par rapport aux photos que j'ai prises de ma partie. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, les pièces desquelles on vient vont de plus en plus disparaître du plateau et ça va nous faire avancer et progresser au cours de l'aventure. Je trouve que c'est un très 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 bon gameplay. J'ai adoré. Les sensations de jeu sont vraiment super chouettes, quoi. Vraiment, ça c'est cool. Et c'est que de mieux en mieux lorsqu'on avance dans le jeu. Donc déjà, ça c'est encore une fois un très très bon point. L'immersion est vraiment très 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 réussie. J'adore cette sensation, qu'on sente que la narration et le gameplay évoluent ensemble et avec le matériel. Bref, non, vraiment c'est super chouette, je me suis régalé. Pour ce qui est du lore un tout petit peu, sans trop en divulgacher, c'est le roi des nains qui est sur place. De toute façon, le nom du scénario, voilà, il nous dit déjà où on en est. Je divulgue rien de plus, le nom du scénario est là. Le roi des nains, allez hop, je vous laisse y aller, allez-y entre guillemets, je vous donne un coup de pouce, on va dire au début, on choisit un petit peu le coup de pouce qu'on veut, on galère bien sa mère, mais au final on avance dans ces catacombes qui sont en train de s'écrouler en fait au final, parce que c'est devenu des catacombes au final. On arrive donc à la fin où on rencontre un personnage, un archer avec une main squelettique, un personnage un petit peu particulier en fait au final, et on a plusieurs propositions. J'ai fait une proposition et cette proposition, je pense que c'était la proposition la plus sage par rapport à ce qui était proposé dans la narration. Donc du coup il y a une logique narrative et il faut vraiment, on va dire, y prêter attention parce que du coup ça sert, c'est important. Ça me fait un petit peu penser à Arena The Contest où je disais voilà, il y avait vraiment la narration était au service du gameplay et créer le gameplay et l'histoire. Là je retrouve un petit peu ça, donc du coup c'est cool, je m'en suis servi et ça a marché. Donc je préfère vous en faire part. Sachez que la narration a priori semble bien fonctionner par rapport aux décisions que vous prenez. C'est pas la première fois que je le fais, mais là comme ça fait plusieurs fois, je préfère le souligner quand même. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur le lore pour prendre vos décisions. Parce que certaines de vos décisions vont avoir forcément un impact sur la suite. D'ailleurs, c'est là où moi j'ai pu débloquer une aura. Voilà, pour ma part. Voilà. Pour ce qui est donc de la suite, au niveau du lore, on a un vieux personnage, Targarmar, bien qu'il soit assez costaud, avec ses capacités de pouvoir brûler, intoxiquer, mettre des boucliers, etc. Lui, il reste quand même un personnage qui est vieux, et dans l'histoire, on nous le dit qu'il commence un petit peu à traîner la patte, ça commence à être dur pour lui, donc on arrive à la fin, on le soutient, on le fait sortir, on lui sauve la vie entre guillemets, on se sauve la vie mutuellement finalement. Mais ce personnage qu'on a rencontré juste avant, qui souhaitait, on va dire, plus ou moins retrouver une certaine rédemption auprès du roi des nains, nous a demandé d'aller sauver le village qui est à la sortie donc, de ce temple, parce qu'on arrive dans un
temple au final où il y a des prêtres qui sont égorgés de tous les côtés avec des Varatrash détruits. Bref, c'est un petit peu une scène apocalyptique à la fin sur laquelle on arrive. Et malgré tout qu'on soit épuisé, crevé et qu'on n'en peut plus, on nous dit go, on y va, on repart à l'action, on repart au combat. Donc malgré ça, on nous dit voilà, vous pouvez faire une petite pause, petite phase de campement. Et pour souligner ce qui s'est passé par rapport au chapitre numéro 7 et à ce chapitre-là, sachez qu'au chapitre d'avant, on nous a demandé de débloquer une capacité de héros de niveau 2. Pas une capacité de classe, une capacité de héros. Donc j'ai pour Maya débloqué la capacité rouge donc à distance qui s'appelle dans le mille. Donc plus 2 de précision et plus 6 dégâts. C'est plutôt très très fort. Et pour ce qui est de Lord W, je lui ai mis débloquer la capacité coupée en 2. Donc concentration 1, plus X de précision. Donc plus on arrive dans la fin de la partie, plus il devient fort en fait au final. Et il a plus 2 dégâts et critique sur des 16. Autant dire que lorsqu'il y a, c'est cumulé avec la griffe corrompue qui donne de l'hémorragie, les one-shots des grosses bestioles se font assez facilement entre guillemets avec cette attaque là. Voilà. Donc non, vraiment de très bonnes sensations au niveau du gameplay, je le répète. Et là oui, la dernière chose qu'on a débloquée, voilà, c'était ça que je cherchais. Là, à la fin de ce chapitre numéro 8, on nous propose de débloquer une compétence de héros de niveau 1 ou une compétence de donjon de rôle de niveau 1. Donc pour Lord W, j'ai débloqué sa capacité Cap de l'ombre qui permet de prévenir X. Donc plus il avance dans la partie, plus il pourra tanker facilement. Voilà. Et enfin pour Maya, j'ai enfin débloqué on va dire la base de son gameplay a priori, qui est la marque du chasseur. Marquez un adversaire avec un cube bleu et faites-lui 3 dégâts. Et généralement ceux qui sont... il y a la suite de son gameplay qui fait que tout adversaire marqué se voit on va dire prendre des dégâts supplémentaires. Donc j'ai débloqué ça parce que par la suite, si on me demande de débloquer des capacités de niveau 2 et qu'il faut absolument avoir la marque du chasseur pour les faire fonctionner, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai mis de côté le piège empoisonné, qui était une capacité qui m'intéressait elle aussi. Voilà, donc là pour le moment, voilà où je me suis arrêté. Le chapitre suivant va être donc la défense d'un petit village. Donc on va voir ce que ça va donner, quel type de scénario ça va être, quelle suite de narration, tout ça. Ça reste un petit peu pour le moment en exergue et on a envie d'y aller, forcément. Pour ce qui est du lore dans ce scénario, on n'apprend pas grand chose ceci dit. Je pensais qu'on allait avoir des réponses sur un petit inconnu que je vous avais laissé et on n'a pas de réponse. Voilà, donc écoutez, on va avancer. Enfin si, on a un petit peu des réponses, mais on n'a pas tout. Voilà, donc on te donne un tout petit peu, mais il en manque aussi pas mal. Voilà, donc c'est vraiment bien équilibré au niveau de la narration. On sent que voilà, la fin va être avec un petit peu de rebondissement, etc. Comme on aime bien dans toutes les histoires un petit peu heroic fantasy. Et voilà. Bref, on va passer à la suite. Voilà, donc du coup je viens de terminer la bataille d'Ezekia, le petit village qui est à la sortie du temple du roi nain. Vous savez, où on était dans les catacombes où tout venait de s'écrouler, etc. Où le scénario était vraiment sous forme de course contre la montre. Donc là, du coup, on est plongé dans l'action directement. Le scénario nous propose donc le village d'Ezekia, donc à proprement parler, directement installé. Et on va naviguer, etc. dans ce village pour essayer de sauver des villageois et afin de les sauver des Varatrash. Donc des monstres morts-vivants et autres abominations du genre. Le départ est sans notre ami Tarmagar qui est vraiment très fatigué. Donc là il prend un scénario de repos. Et là du coup on se retrouve uniquement avec Maya et Lord W à devoir résoudre donc cette problématique. Et franchement c'était tendu au début. Franchement les 2 premiers tours où on nous dit voilà, pour le moment vous ne mettez pas en action, en scène les 2 propositions lors de la piste d'initiative défense des bâtiments et monstres errants. On va dire, vous jouez contre les monstres et après ça va commencer à se lancer. Donc ces 2 premiers tours sont les plus tendus vu que la mise en place est assez particulière.
on commence pas l'un à côté de l'autre. Donc peut-être que j'ai mal choisi mes positions au début. Bref, je me suis retrouvé un petit peu acculé. On s'en sort relativement bien avec Maya. On arrive à sauver très facilement le premier villageois. Le deuxième villageois, on s'en sort très facilement grâce à un jeton et un PNJ qui est vraiment très intéressant à ce moment-là. Il suffit de faire le bon choix, c'est tout, et d'être un petit peu logique. Et après, finalement, c'est un scénario qui est assez plat, assez mou, parce que lorsqu'il n'y a plus de monstres sur le plateau, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est essayer d'anticiper l'aléatoire. Et ça me frustre un peu. Bon, on a réussi à un petit peu explorer. Il y a maintenant Maya qui a une aura qui est très intéressante, vu qu'elle a la capacité d'être maintenant le héros le plus fort tout le temps et inoffensif aux ténèbres. Du coup, c'est-à-dire que je peux lancer le Lord W au milieu, taper, et ce sera Maya qui sera ciblée par la suite. Donc c'est assez marrant, d'autant plus que c'est elle qui a les facultés de prévenir qui sont entre guillemets les plus fortes, mais aussi c'est elle qui est la plus faible. Donc bon, on va voir comment ça va se passer, ça va être assez marrant pour la suite. En tout cas, ça se joue à rien du tout. Vraiment, malgré tout, ça se joue à une rune. Voilà. La rune noire. Une rune noire. En effet, sur ce dernier tour, j'allais piocher à ce moment-là une rune à nouveau. Bon, du coup, ça tombe bien. Hein, rune noire, bizarre, hein, c'est bien équilibré. Enfin, bref, qu'importe. Et à ce moment-là, le dernier PNJ tombe sur la rune rouge. Il s'appelle le petit chaperon rouge. Donc mon PNJ que je dois sauver est juste à côté de Maya, juste à faire l'action et c'est terminé. Voilà. C'est pas le meilleur des scénarios, très clairement. Par contre, au niveau du développement narratif, etc., il y a des choses qui se passent, on apprend des choses sur le passé, mais en même temps sur ce que le peuple actuel comprend et analyse de la situation. À savoir que pour Tarmargar, c'est quelque chose de prémédité. C'est un mal profond qui vient depuis des siècles et des siècles et qui refait surface entre guillemets. Et pour certains, pas du tout. C'est un acte qui était plus ou moins prémédité suite à une malédiction laissée par un roi mage entre guillemets qui a été assassiné, on peut dire ça comme ça. C'était un prétexte en fait et qu'il avait dit qu'il allait revenir pour se venger en fait au final, et il semblait qu'il pratiquait à l'époque la nécromancie déjà. Donc a priori dans cet intermède, ce deuxième intermède donc de l'histoire de Drunagor, il y a ça qui ressurgit. Bon, il y a encore énormément de choses à vous dire au niveau du lore. Il est relativement riche, c'est ça qui est bien. Je vous en donne un tout petit peu pour que vous puissiez faire le lien pour ce qui va se passer par la suite. Donc avec Tarmargar, on sort d'Ezekia et on arrive à aller à Valarai, qui est donc la destination qu'on demande donc à l'équipe d'amener Tarmargar à Valarai pour qu'il témoigne et qu'il donne de son savoir et qu'on puisse, tous les peuples d'un front commun, prendre une position et agir. Voilà. Ça se passe comme ça se passe et donc je vous ai résumé un petit peu la situation. Pour ce qui est du gameplay, j'arrive dans une situation où je comprends pas tout à fait ce qui se passe à l'intermède numéro 2. On nous demande de noter sur un papier, du coup sur ça, le cahier de notes, les équipements actuels. Remettre les consommables dans les coffres, etc. Bref, de faire un peu de tout noter. J'espère qu'on va pas nous retirer tout notre équipement au début du premier scénario. Ça va énormément me frustrer. C'est le genre de choses que je n'aime absolument pas et que je trouve complètement bizarre. Voilà. J'espère qu'il y aura une grosse argumentation pour que ça prenne vraiment forme, parce que là, ça me paraît bizarre. Enfin, dernier point. Oui, enfin pour terminer, toutes les notes que vous prenez ici commencent à prendre forme. Donc moi ça m'a été très utile ce que j'avais réalisé avant. Donc ça y est, ça commence à avoir des répercussions. Donc tenez en compte. Voilà. Je vais passer donc au chapitre suivant. Avec, on va dire, un petit peu d'appréhension quand même. Hein.